Salut à vous tous. Pour ce mois de juillet 2021, nous avons assisté à ce qui semble être des décollages de fusées hors du commun. Et vous en avez sûrement entendu parler, le tourisme spatial. Alors donc, je résume, le 11 juillet, il y a eu le décollage de Virgin Galactic, qui est une entreprise de Richard Branson, fondateur de Virgin Group. Et finalement, le 20 juillet, le décollage de Blue Origin, une entreprise de Jeff Bezos, fondateur de Amazon. Alors donc, au fil de ces décollages qui se sont graduellement amorcés, le sujet du tourisme spatial passionne et bien sûr fait débat dans la société. Car il faut savoir que malgré tout ce qu'on pense qu'on est rendu dans une nouvelle ère spatiale, malheureusement, ce n'est pas le cas dont on vous dit tout ça. Il faut savoir que le tourisme spatial, ça ne date pas depuis hier. Tout ça. Alors donc, on va remonter le temps. 2001, c'est l'année du premier tourisme spatial. C'est l'homme d'affaires américain Dennis Tito. Son coût du voyage, à cette époque-là, 20 millions de dollars. Tout ça. Déjà, c'est déjà une affaire d'ultra riche. Pas besoin de sous-estimer sa classe à M. Tito. On le sait très bien, il est un ultra riche. Juillet 2006, alors donc, c'est le décollage du premier prototype dit Hôtel spatial. Donc, Genesis One par Bigelow Aerospace. Tout ça. Alors donc, on ignore si la capsule a été utilisée ou pas. Alors donc, il est très rare d'entendre des nouvelles de cette... excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Alors donc, on continue. Septembre 2006. Première femme à aller en tant que tourisme dans l'espace. La femme d'affaires irano-américaine Anousheh Ansari. Si j'ai raté le prénom et tout ça, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, j'ai essayé de le dire. Et finalement, en 2009, il y aura plus que 10 ans, le premier tourisme canadien à aller dans l'espace, c'est le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Guy Laliberté, on l'oublie trop souvent, mais comme je l'ai dit, c'est le premier tourisme canadien dans l'espace. Son coût du voyage, lui, s'est élevé à 35 millions de dollars américains. De plus, La Liberté a présenté une œuvre artistique dans la capsule qui semble savoir élever entre 8 et 10 millions de dollars. Et il faut savoir que Guy Laliberté, c'est quelqu'un de très riche et tout ça. Il est élevé, à ce que j'ai lu, 291e au rang des personnes les plus riches du monde. C'est pas n'importe qui. Et tout ça.
Mais néanmoins, son spectacle n'a pas été aussi spectaculaire que qu'on voit comme dans le Cirque du Soleil. Tout ça. Mais il faut savoir que le tourisme spatial également a son lot de critiques. Et c'est ça ce qu'on va s'intéresser. À quel point que cette sorte cette sous-forme de tourisme va de plus en plus déconnecter la, je veux dire, vie a fait rêver, mais en même temps, un rêve qui semble déconnecté de la réalité pour toutes les personnes qui voient ces personnes-là aller dans une fusée, aller-retour, et bref, vous connaissez la suite. Alors donc, on va parler premièrement des impacts environnementaux. Alors donc, ce qu'il faut savoir réellement, c'est que totalement, ce n'est pas juste le tourisme spatial qui va faire de la pollution, mais déjà, on le sent, les effets. L'industrie spatiale, c'est une industrie qui pollue la planète, évidemment. Et vraiment, la NASA a d'ailleurs fait une étude assez bidon, disant que le réchauffement climatique n'est pas causé par l'homme, mais par l'orbite et tout ça. Alors donc, vous voyez à quel point que la NASA et autres programmes spatials vont sortir des études similaires d'eux-mêmes pour, disons-le, calmer les environnementalistes, les écologistes qui demandent l'arrêt des programmes spatials, que ce soit dans n'importe quel de leurs pays. Et évidemment, il faut savoir que les États-Unis, la Russie, ne devaient jamais signer l'accord de Paris vu que l'industrie spatiale, c'est encore une affaire très polluante et tout ça. Si on revient de plus, il faut savoir que ça pèse déjà lourd sur l'écosystème. Je m'explique de façon tout court. À chaque fois qu'une fusée, alors donc qu'elle ne soit pas de type tourisme ou encore de type pour opérationnel pour aller dans l'espace vers la station internationale, chaque décollage de fusée va provoquer une situation imprévisible dans la météo et le climat. On l'a vu au mois de mai, fin du mois de mai au Canada. Il y a environ, je pense, une ou deux fusées qui a décollé. Et sur quelques jours et tout ça, la météo a eu le temps de faire son moment imprévisible. On s'est retrouvé avec des températures d'été et tout ça. Les météorologues n'ont pas eu dire que c'était la faute des fusées et tout ça. Non, 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 impossible. Ils se sont exclamés en disant que c'était un temps exceptionnel. Euh, bref, vous voyez la déconnexion de tous les problèmes environnementaux, les environnements, de l'environnement et de l'écosystème. Mais le plus drôle dans tout ça, dans l'impact de l'environnement, c'est que ces compagnies qui sont dans le tourisme spatial vont jusqu'à se défendre avec des citations assez, disons-le, bidons.
puisqu'ils vont utiliser des mots comme impact minible ou équivalence d'un voyage New York-Londres. Bref, des mots qui ne veulent rien dire et qui ne se basent aucunement sur la science ou quoi que ce soit. Mais également, si je reviens sur les environnementalistes et les écologistes, il faudra bientôt que ces personnes-là, dans ce militantisme, se positionnent sur l'industrie spatiale puisque ceci contribue au déréglage de la météo et le climat, soit l'écosystème de la Terre. Et malheureusement pour l'instant, aucun organisme ou autre dans l'écologisme ou l'environnement se positionne dessus ça puisqu'ils ont très peu d'informations ou quoi que ce soit et malheureusement les informations sont là et elles sont réelles, tout ça. Le deuxième point de ce lot de critiques, c'est surtout l'aspect social. Alors donc, l'aspect social, on le sait très bien et tout ça, comme je vous l'ai dit, les tourismes dans ceux qui ont marqué le tourisme spatial ont, excusez-moi, ont dépensé des millions de dollars pour aller dans une fusée et ainsi d'aller dans une capsule spatiale pour quelques jours. Puis, bref, disons-le que le coût est inaccessible pour la classe moyenne, et bien sûr pour la classe les plus bas également. Vraiment, voir des personnes dire un jour on ira dans l'espace, c'est déjà déconnecté de la réalité. Et bien sûr, bien sûr, pour certains, ça va à l'encontre de leur position sur l'écologie et l'environnement. Et bien sûr, si cette industrie continue et tout ça à nous faire rêver, malheureusement, je prédis que cela restera toujours un plaisir de la classe des ultra-riches. Malheureusement, c'est la réalité. Il ne faut pas aller chercher à contester ou encore quoi que ce soit. C'est la réalité. Et tout ça. On sait que les ultra-riches aiment les choses qui sont cherchent les sensations fortes, cherchent à être toujours déconnectés de la réalité. Bref, on en a la preuve. Bien sûr, troisième point, troisième critique, c'est l'usage commercial de l'espace. Alors donc, c'est selon l'astrophysicien Richard Lehoucq, l'espace doit rester uniquement réservé aux scientifiques. Et ce qui remet en question également cette troisième critique en termes de comment on utilise le tourisme. Parce qu'il faut savoir que l'industrie du tourisme actuellement est devenue presque incontrôlable. Alors donc, on transforme des éléments essentiels en
non essentiels. Et c'est ce qui va arriver avec l'espace. Alors donc, on parle de plus en plus sur, si on revient sur les deux pieds sur Terre, le tourisme de masse également, qui, dans plusieurs documentaires que j'ai vus sur le sujet, la plupart des gens étaient disons-le, euh, gênés dans leur propre ville de voir de plus en plus de tourisme venir chez eux. Et je peux les comprendre. Et ça fait partie également de cette mission de transformer des villes maintenant en non essentielles. Mais également, on pourrait s'en passer du tourisme à l'international puisque il faut savoir que, bien sûr, l'industrie aérienne, il faut savoir que c'est un élément qui pollue réellement. Et bien sûr, il faudrait qu'on réserve également l'industrie aérienne aux personnes de classe d'affaires ou autres. Également, je ne veux pas juste me stopper à une classe parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi on voyage également. Si on suit les exemples de ce qui est devenu incontrôlable, on peut prendre l'exemple de Airbnb, qui transforme des lieux ou des quartiers résidentiels en lieux touristiques. Et bien sûr, pour certaines personnes, Airbnb augmente le manque de logements dans certaines villes et tout ça. Et bien sûr, c'est un débat qui a été débattu dans le passé et bien sûr qui ne reste pas très long et qui n'est pas prêt d'être ignoré. On peut prendre l'exemple de lieux comme l'Antarctique. Alors donc, l'Antarctique, vous savez, c'est un continent qui n'est pas habité, qui est juste réservé aux scientifiques. Et malheureusement, il y a des escapades par bateau faites par certains pays pour se rapprocher de proche des glaciers de l'Antarctique et tout ça. Et bien sûr, à vos risques et périls si vous y allez, parce que peut-être que vous allez faire naufrage ou quoi que ce soit. Alors donc, de la pollution autour autour, alors qu'on parle de fond des glaciers. Bref. Et bien sûr, la quatrième et la dernière, c'est la déconnexion des milliardaires. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Alors donc Jeff Bezos, on le connaît avec sa gouvernance chez Amazon qui a été très critiquée. Alors donc on parle d'employés mal payés, de pauses contrôlées, d'heures supplémentaires non demandées et tout ça. Vraiment, ceci remet réellement en question de fuir le fuir les problèmes de son entreprise parce qu'il faut savoir que Bezos n'est plus le PDG de Amazon, il est maintenant au sein de l'administration, mais néanmoins que sa gouvernance a été, disons-le, catastrophique et surtout a mis à cacher la réalité de ce qui était Amazon. Surtout qu'il faut savoir que un entrepôt d'Amazon a risqué d'avoir un syndicat, mais malheureusement, Bezos a encore gagné pour que ses employés soient encore esclaves de son système capitalisme et de même que ça va à l'encontre de ses positions environnementales parce que si vous le savez ou pas, en novembre 2020, Jeff Bezos a fondé ce qui s'appelle
ce qui s'appelle le Puzzles Hurt Fund. C'est ça. Il s'agit d'un fonds pour protéger la nature et bien sûr donner de l'argent à des scientifiques et tout ça pour qu'on écoute plus la science. J'aimerais revenir de ça puisque je voulais revenir de ça parce que, disons-le, que ça met, disons-le, le double discours des personnes qui se disent pour l'environnement, contre les changements climatiques et tout ça. Et malheureusement, Puzzle s'en va dans l'espace et se vante que son prototype ne fait pas de la pollution et nous raconte plein de sottises pour camoufler, bien sûr, parce qu'il est américain et tout ça. S'il milite contre cette industrie spatiale-là, il va se faire ramasser. Également, il faut se l'avouer. Bon, si on se déplace à l'extase du cas de Puzzles, il faut savoir que les milliardaires qui vont dans l'espace ne font pas font, disons-le, un très mauvais choix. Il faut savoir qu'actuellement, aux États-Unis, pratiquement où que les milliardaires sont puis qui font des voyages dans l'espace, à ce que je sache, excuse-moi. Il y a actuellement des endroits aux États-Unis où il y a des villes où on ne peut pas payer son loyer. Les loyers sont presque chers. Et malheureusement, on manque de logements sociaux. Et malheureusement, vous savez, les logements sociaux pour les promoteurs immobiliers, c'est pas disons-le, leur tasse de thé et tout ça. Alors donc, au lieu d'aller dans l'espace, pourquoi pas ils ont eu cette idée, par exemple, d'aller créer des logements sociaux, vraiment, ou encore vraiment aider la pauvreté, parce qu'il faut savoir que s'il y a autant de pauvreté actuellement, c'est que la quasi-majorité de la fortune mondiale est détenue par les personnes les plus riches. Mais également, il faut savoir que ce n'est pas juste les milliardaires qui sont responsables de l'inaction en matière de réduire la pauvreté. Il y a aussi les dirigeants de pays qui, au lieu d'aller investir, alors donc on peut penser au Canada, qui depuis 1989 a son programme spatial va investir, si je me souviens bien, des millions ou des milliards dans ce programme-là. Pendant ce temps-là, pendant que les gouvernements canadiens investissent dans son programme spatial canadien, la pauvreté, la situation sanitaire dans les réserves, les communautés autochtones se dégrade de plus en plus au fil des années. Si on milite tout le monde, et ça c'est mon mot de la fin, si tout le monde ouvrait les yeux
il remarquerait que si on abolirait le programme spatial canadien, de toute façon, on n'en a pas besoin. Et je pense que le Canada pourrait être un immense exemple en matière et pour ses collègues de abolir leur programme spatial, aller donner cet argent-là aux communautés autochtones et pour réduire la pauvreté, je pense que on aurait réglé progressivement ces problèmes-là. Et bien sûr, si vous êtes intéressé à savoir de vraiment les conditions dans les Autochtones vivent, et bien sûr, ceux-là aux États-Unis également, il faut pas se le mentir, il y a également des réserves indiennes aux États-Unis. Et pendant que le gouvernement américain, lui, dépense dans son programme spatial, les communautés autochtones restent toujours dans la misère. Et bien sûr, la plupart peut-être sont dans des conditions exécrables. On parle de la qualité d'eau, de les soins, la sécurité alimentaire, et beaucoup de choses sont à débattre. Alors donc, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!